Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours aujourd'hui le dimanche 25 décembre 2022 et je continue mon avancée vers Nietzsche. Alors l'idée c'est d'aller vers cet ouvrage plus tard, Nietzsche, le crépuscule des idoles. Et pour cela, j'y vais par les chemins de traverse, à travers cet ouvrage de Jean Drèche, de la Révolution française à la Révolution hitlérienne. Et là, donc, je suis sur la partie, le chapitre 10, je crois, qu'il consacre à Wagner et Nietzsche. Donc, on est à la fin de Wagner. Je continue ma lecture sur Wagner. Et voilà, ça me permet de faire des digressions, de dériver vers la théorie que je développe sur la mécanique universelle. Je la précise à chaque fois parce que les gens arrivent un peu de tous les... par, par toutes les issues sur YouTube et donc ne sont pas censés connaître la théorie qui soutient ces réflexions. Cette théorie essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Cette ultime perfection, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle du site mécaniqueuniverselle.net. Le lien est en dessous de la vidéo. Et cette théorie essaye de démontrer donc que nous allons vers notre ultime perfection, que l'humanité dans son ensemble, toute l'humanité, va vers la fraternité totale, absolue, la paix universelle et l'extase facile. L'extase, c'est l'éveil, la sagesse, le bonheur suprême, le nirvana, peu importe comment on appelle cette expérience, mais c'est l'expérience qui nous met le plus près de la vérité, qui nous fait fusionner dans la vérité de cette création, de la création de cet univers, c'est-à-dire la fusion avec le principe créateur. C'est ça l'extase. Voilà, mais je l'explique de façon plus... Là, c'est un peu schématique, évidemment, mais il faut donc aller voir sur le site. Donc, je continue ma lecture. On a vu que pour Wagner, le théâtre répondait aux besoins d'esthétique et un peu de révolution de l'humanité qu'il voulait préconiser. Donc je continue et voilà. Ce théâtre issu du mythe germanique, c'est ce que Wagner a tenté de réaliser. Il est dans son œuvre resté fidèle à la doctrine qu'il exposait dans ses écrits théoriques. Il ne variera que dans sa conception du christianisme auquel il ouvrira dans Parsifal une large place. Alors déjà, le fait qu'il ait été quand même encensé par les pouvoirs de l'époque, ça pose quand même un problème, à mon sens. Quand un artiste, et aujourd'hui c'est la même chose, les artistes qui sont dans le système, il faudra voir avec le temps. L'histoire montrera si ces artistes-là tiennent le coup dans l'histoire de l'évolution de l'art, ou si c'est un problème de ne pas être marginalisé. La création se fait, à mon sens, dans la marginalité. Après, que le système récupère l'artiste, c'est une chose, mais il y a quelque chose qui doit... L'artiste se doit, à mon sens, mais se doit être contre le système actuel, parce il a une vision progressiste, donc il vise un horizon
de l'humanité. Et donc, le moment présent, politiquement, socialement, n'est pas assez loin. Il lui manque quelque chose. Et donc, il ne peut qu'avoir une sorte d'esprit critique face au système actuel. Et d'ailleurs, les grands courants dans l'art contemporain se sont, ont critiqué le moment. Le, euh, L'art conceptuel a critiqué la marchandisation de l'art. Il voulait faire un art qui ne soit pas récupéré par le système marchand, par exemple. Et ils n'y sont pas parvenus parce que le système a réussi à récupérer, évidemment. Mais voilà, c'était un esprit critique. À l'époque de la Renaissance, les artistes étaient malgré tout critiques des pouvoirs. Ils ne pouvaient pas le dire aussi directement que ça, mais ça effleurait dans leur œuvre. Voilà. Bon, je continue. Que cette forme d'art réponde aux aspirations du national-socialisme. Alors pourquoi du national-socialisme qui est devenu presque 80 ans après la, la doctrine la doctrine d'Hitler. Pour quelle raison? Déjà, à l'époque, donc à la fin du 19e siècle, Wagner avait devant les yeux cet idéal national-socialisme. Et qu'est-ce qui était entendu par ça? C'est quelque chose que j'ignore. Donc ça serait intéressant d'aller un petit peu creuser dans ce sens-là pour savoir. Donc que cette forme d'art réponde aux aspirations du national-socialisme, il n'en faut pas être surpris. Bien des tendances sont communes. Cette poussée révolutionnaire, d'abord, sentimentale et vague, qui veut un bouleversement total pour une régénération totale. Cette conception imprécise du peuple, nullement démocratique, mais traditionnaliste, tout à fait conforme au romantisme historique. Alors, c'est là où on voit que c'est quand même grave en somme, parce que c'est bien un retour à l'ordre dont il est question. Donc, Wagner était bien dans quelque chose qui voulait, qui ne voulait, qui cherchait pas forcément la l'évolution. Et c'est là où c'est vraiment curieux quand même, parce que ça va me permettre d'éclairer quelque chose, tiens, qui vient me sauter aux yeux. Je pense qu'ils avaient le sentiment qu'ils étaient révolutionnaires en fait. C'était des réactionnaires qui se pensaient totalement révolutionnaires. Et comme aujourd'hui, les systèmes réactionnaires, que depuis 40 ans, tous les partis politiques, tous les hommes qui sont passés au pouvoir, depuis 40 ans, se sont considérés comme des progressistes, et ils étaient en réalité des réactionnaires, et ils ont fait penser les idées euh, de mince, comment ils appellent ça? C'est ça qui est des réformes, voilà. Il faut réformer, etc. Et en fait, sous le couvert de réforme, qui pourrait être l'idée d'une évolution, en fait, c'est que des régressions qu'ils ont fait. On va réformer le droit du travail, on va réformer le droit de grève, on va réformer... En fait, c'était que des régressions qui ont été réalisées et qui se sont appelées réformes. Et un autre mot, je ne me souviens plus lequel, mais qui veut dire aussi euh, des progrès. Voilà. Et qui, en fait, est complètement inversé. C'est- et là, c'était pareil. Ceux qui étaient progressistes, c'était la démocratie, c'était le décolonialisme, c'était l'universalité. Et ceux qui étaient réactionnaires, c'était le nationalisme, le pangermanisme, le retour vers le narcissisme, en somme. Euh, et, euh, et voilà. Donc, je continue. Euh, A-t-il atteint à ce sommet de l'art dont il rêvait lui-même?
dont il rêvait, lui-même a pu en douter. Il a eu ses heures d'exaltation et de découragement. Mais il est certain qu'il a donné au romantisme une forme d'art qui s'est imposée à l'admiration du monde. Que cette forme d'art réponde aux aspirations du national-socialisme, il n'en faut pas être surpris. Bien des tendances sont communes. Cette poussée révolutionnaire, d'abord sentimentale et vague, qui veut un bouleversement total pour une régénération totale. Cette conception imprécise du peuple, nullement démocratique mais traditionnaliste, tout à fait conforme au romantisme historique. Ce sentiment d'une communauté devant laquelle l'individualité, l'égoïsme disparaissent. Alors ça c'est intéressant, mais la communauté, si elle est nationale, ça ne marche pas. Il faut qu'elle soit universelle. Alors oui, mais et qu'elle ne fasse pas l'individualité ou l'égoïsme même doivent disparaître. Ils doivent se fondre à l'intérieur. Mais garder l'individualité doit garder son individualité. Même voilà, le sentiment d'égoïsme doit pouvoir exister dans une universalité, dans la mesure où il ne dérange pas autrui, où quand même la notion d'universalité est au-devant. Donc je continue. Ce racisme germanique, ce paganisme nordique que longtemps Wagner oppose au christianisme, voilà, tout cela répond trop à l'éducation des esprits pour ne pas avoir contribué au succès de son théâtre. Même la condamnation du judaïsme serait facile à trouver dans son œuvre. Évidemment. Et voilà, c'est ça le truc, c'est que pour les bénéfices de l'idée de race, l'idée de peuple, euh, il fait un retour à même avant les Grecs, les, les, avant les Romains, quelque chose qui... Et donc, tout retour, toute tentative, toute vénération d'un retour ancien fait revivre exactement les mêmes choses qui se passaient à l'époque. Vouloir faire revivre l'Empire romain, ce que les Italiens ont fait derrière le fascisme, eh ben, ils ont conduit à faire souffrir, il a conduit à faire souffrir son peuple des mêmes souffrances que vivaient les peuples à l'époque des Romains. Voilà, donc on ne peut pas... le côté réactionnaire, c'est pour ça que le système réactionnaire, les extrêmes droites, etc., ramènent tout le temps la souffrance, invariablement la souffrance du monde réactionnaire, du monde ancien. Et c'est valable en Espagne, c'est valable à l'époque de Franco, c'est valable dans les pays latino-américains où l'extrême droite a été soutenue et imposée quasiment par les Américains. Eh ben, ils ont vécu voilà, celui qui n'était pas dans le rang, celui qui n'était pas celui qui là, il n'y a plus aucune liberté. Celui qui est contre le système, il est tué, il est maltraité, il est mis en prison, etc., etc. Voilà. Et ça, c'est donc il y a que la démocratie qui a du sens aujourd'hui et à l'époque encore aussi. Voilà. Mais il y a plus, indépendamment de l'art musical qui fait proprement le génie de Wagner, ce qu'il y a de théâtral en lui, de spectaculaire, a dû singulièrement plaire à un régime qui veut agir sur la masse par de grandes manifestations renouvelées des Grecs. Voilà, ah ben c'est ça, c'était ça alors. Tout à fait, c'était cette vénération des Grecs qui était visée. Des Grecs.
Des Jeux olympiques faits pour des centaines de milliers de spectateurs unis dans la contemplation d'hommes libres, beaux et forts, c'est la continuation, l'exagération, on pourrait dire la matérialisation de l'esthétique wagnérienne. Et alors ce qui est incroyable, c'est que nos démocraties, qui sont devenues des démocraties oligarchiques, se comportent, ont l'apparence, la coque exacte de ce type de choses. Il suffit de voir comment sont faits les plateaux de télé des émissions sur CNews, sur, sur C8, je sais plus, je connais pas ces chaînes là, sur toutes ces chaînes. Voilà les plateaux de télé qu'on voit sur Touche pas à mon poste ou enfin tout qui veut gagner des millions, tout ce truc qui est populaire, c'est complètement kitsch, c'est complètement, on a l'impression d'être à Rome dans les arènes, quoi. C'est quelque chose comme ça, et c'est complètement antidémocratique. C'est un petit groupe d'élite qui est là, bien éclairé, qui discutent, qui sont super bien payés la plupart du temps, etc., qui sont même, voilà, qui font partie des 1% les plus riches, en gros, qui discutent du peuple, des problèmes du peuple, et derrière le peuple, symbolique, il est assis sur des gradins, comme on peut le voir dans le TPMP ou ces émissions-là. Le peuple est derrière, mal éclairé, indistinct, un peu flou, il n'a pas droit à la parole, et par contre, les dominants, le système dominant, l'oblige à applaudir, à rire avec un chauffeur de salle qui est là pour les aider. Et ils sont corrompus dans ce sens-là en étant payés 50 euros, je ne sais pas combien, pour participer à ce truc. Il me semble, hein, je ne sais pas, c'est à vérifier. Mais je crois qu'ils sont payés, que le public est payé pour être là. Bon, bref, c'est complètement antidémocratique. Et donc, c'est bien la preuve. Un système démocratique, le peuple participerait, poserait des questions, serait là, etc., prendrait la parole, interviendrait, serait au milieu de la scène, avec les élites. Et c'est ça la démocratie. Le peuple et les élites qui sont ensemble. On le voit dans les émissions où ils bouffent sur les plateaux de télé. Ils invitent, donc c'est un groupe de dominants qui représente les dominants, quoi, les présentateurs, les animateurs, un peu toujours les mêmes, quoi, hein, qui font partie de ce 1% des plus riches. Donc c'est pas, y a rien, moi j'ai rien contre le fait qu'ils soient riches qu'il y ait des riches et des pauvres, mais simplement eux ils font partie de l'élite. Donc cette élite reçoit des élites, se, se mange sous le regard des gens qui n'accèdent pas à ce type de cuisine, à ce type de truc. Et ils n'ont même pas l'idée de dire, eh ben, à chaque fois, on va inviter le même nombre des gens, voilà, des gens ordinaires. On va inviter des gens qui travaillent à l'humanité, à construire cette humanité par leur labeur tous les jours, sans que personne ne sache ni leur nom, ni leur... Voilà. Donc on est complètement dans ce système de dominant-dominé. Voilà. Et en plus, il se présentent, les noms sont toujours cités, sont toujours les noms des réalisateurs, les noms de tous, quoi. Ils sont cités comme les dos argentés avaient leur marque de fabrique sur leurs épaules, etc. Les gens ordinaires n'existent pas, quoi. On est dans un système vraiment aristocratique encore dans ce sens-là. Et là, c'est quand même un gros problème. Bon, je continue. Euh, des Jeux olympiques faits pour des centaines de milliers de spectateurs unis dans la contemplation d'hommes libres, beaux et forts. C'est la continuation, l'exagération, on pourrait dire, la matérialisation de l'esthétique wagnérienne. Nous sommes dans cet état. Les mérites de la conception wagnérienne du théâtre, les excès auxquels elle peut conduire, Nietzsche, mieux que tout autre, les avait vus et les avait dénoncés.
Il est proche de Wagner par certains côtés, comme il l'est du national-socialisme, mais l'on comprend aussi qu'il se soit séparé violemment de Wagner, de même qu'il aurait eu horreur de l'Allemagne hitlérienne. Et ça, c'est important de le voir comme ça, parce que je le pense aussi, évidemment, même si inconsciemment, involontairement, il a contribué sa vision a contribué à survolter ce narcissisme allemand qui a donné lieu au nazisme et sur lequel il s'est appuyé en plus avec le nazisme, hein, en plus avec une sœur telle qu'il l'avait. Mais évidemment, c'était un grand penseur, Nietzsche. Donc il n'avait pas, je pense qu'il n'avait pas la détestation des autres. Il avait envie que les choses évoluent. Il voulait sans doute, et il s'est embourbé dans une voie qui n'était pas universaliste, une voie qui était nationaliste. Et donc, ça a été l'erreur du philosophe de partir dans une voie comme ça. Et c'est là où c'est un peu dommage parce que des Kant qui étaient cosmopolites, qui étaient universalistes, auraient pu influencer Nietzsche. Et je pense que Marx, justement, qui vient après, a une vision, ou qui vient en même temps d'ailleurs, a une vision universaliste, une vision qui cherche la fraternité entre les peuples, etc. Donc il y avait bien ces deux courants. Et Nietzsche, dans sa vision nationaliste, pan-germanique, machin, etc., aristocratique, avait tort. Et c'est ce que je vois il y a eu quelques critiques qui ont été faites sur mon travail sur Nietzsche antérieur, où j'essayais déjà j'éclairais un peu tout ce côté aristocratique qui était injuste. Et effectivement, il plaît essentiellement aux états d'esprit qui visent à la différence, qui pensent qu'ils sont qu'ils sont les rois, qui ne sont pas les moutons, qui sont les loups, quoi. Il plaît aux loups, en somme. C'est ça le problème. Et, et ça continue dans cette veine-là, d'ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui devrait être dépassé, parce que l'universalisme est notre avenir. Je continue. Voilà. Le sentiment révolutionnaire, le désir de renouvellement total, la démesure, le besoin de dominer et de purifier une époque de décadence par une élite de surhommes, c'est ce qui apparente Nietzsche à Wagner au moment où il compose son ouvrage sur la naissance de la tragédie, et ce qui le rapproche du national-socialisme. Il connaissait intimement Wagner depuis 1868. Alors, je pense qu'il y avait déjà donc ce national-socialisme qui était là. Qu'est-ce que c'était que ce national-socialisme antérieur à Hitler? Qu'est-ce que prônait? Ça, c'est très important. Qu'est-ce que prônait? Apparemment, il prônait justement ce racisme. Il prônait sans doute, je pense, hein, je ne le connais pas, il faut vraiment le creuser, mais je pense qu'il prônait la supériorité de la race allemande, germanique, la supériorité du blanc sur le noir, etc., etc. Donc, la logique du colonialisme, etc. Et là, eh ben, c'était Nietzsche est un penseur réactionnaire, c'est clair. Alors, et c'est ce qui le rapproche du national-socialisme. Il connaissait intimement Wagner depuis 1868. En 1876 encore,
Il éprouvait pour lui une très grande admiration qui se traduit par son article Richard Wagner à Bayreuth. La pensée de Wagner lui semble s'ennoblir de plus en plus. Il estime que le mythe s'unit merveilleusement à la musique dans son drame pour élever et purifier l'âme du spectateur. Par la musique, c'est-à-dire par le rythme, Wagner a retrouvé la véritable langue populaire. Par le mythe, il est en harmonie avec l'imagination primitive. Sa pensée n'est pas abstraite, n'est pas réfléchie, elle correspond à l'imagination du peuple qui, en face de la nature, crée le mythe, symbole de ses étonnements et de ses frayeurs. Wagner, suivant Nietzsche, nous prend par notre être tout entier. Il est le véritable éducateur du peuple. C'est ce que pensait Nietzsche. Et quelques semaines après cet éloge dithyrambique, Nietzsche quittait Bayreuth profondément désenchanté. Il réagissait d'autant plus radicalement qu'il craignait d'avoir été subjugué par Wagner. Il avait discerné en lui des éléments qu'il qualifiait de rétrogrades, une sympathie marquée pour le Moyen Âge et déjà pour le christianisme, des tendances romantiques, un patriotisme de mauvaise foi, de mauvais aloi. Il s'était aperçu que ce qui l'avait attiré en Wagner, c'était ses propres aspirations. Quand il vit qu'elles étaient faussées par l'art wagnérien, il fut d'autant plus ardent à se dérober à la tutelle de celui à qui il avait prêté une telle autorité et une telle maîtrise, et ce furent ainsi alors de sa part des reproches exprimés avec rudesse. Wagner est devenu à ses yeux une maladie, parce qu'il est essentiellement le dramaturge moderne. Nul n'a parlé mieux que lui la parole des temps modernes. Nul ne reflète mieux la décadence du présent. Alors, en fait, là, il y avait, à mon sens, mais c'est de la psychologie de bistrot que je fais de bas étage, mais il est possible que Nietzsche voulait être plus dur encore que Wagner dans ce retour du héros. Voilà, il voulait. Il n'a pas, peut-être pas supporté qu'il y ait un peu de mysticisme, un peu de spiritualité au niveau de Wagner, qu'il y ait un, un peu d'affection pour le spirituel, pour le christianisme en l'occurrence. Parce qu'en fait, comme tous les grands fragiles, comme tous les hypersensibles, Nietzsche vénère, comme beaucoup, tant qu'ils n'ont pas compris ce mécanisme mental, un hypersensible qui ne supporte pas sa sensibilité va vénérer les narcissiques, les grands, ces aristocrates guerriers là qui sont impitoyables, qui versent pas une larme, qui peuvent, voilà, ces grands constructeurs, ces gens qui peuvent ravager le système pour une cause, pour quelque chose de grandiose. Ces mecs qui ne touchent pas leur sensibilité, qui sont impitoyables, voilà. Et ça, c'est les gens qui ont peur de leur sensibilité. Et Nietzsche était un hypersensible qui ne supportait pas cette hypersensibilité, qui aurait voulu être, qui badait ces gens-là, sans comprendre que c'est une erreur terrible, parce que c'est deux mondes, c'est vraiment, voilà, au lieu d'apprendre à aimer sa sensibilité, il bade ces gens-là. C'est pour ça qu'autour des grands narcissiques, il y a toujours une ribambelle d'hypersensibles. Derrière Picasso, il y a les Cocteau, les machins, il y a tout un nombre de monde qui est là, qui voit qu'un type, il est là, il a peur de rien, il peut humilier qui il veut, il, il peut réaliser tous ses fantasmes, tout ce qu'il... voilà, dominer une femme, l'enfermer, la tenir
comme une esclave dans son truc. Enfin bref, ces visions-là. Et derrière, il y a toujours ces, une, ces aficionados, ces gens qui sont sensibles et qui badent cette forme de pouvoir. Alors que quand c'est creusé, quand on a creusé derrière ces puissants-là, on voit à quel point il n'y a pas à les bader, quoi, en réalité. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo et je reprends dans la foulée. À très bientôt.